Moi j'étais un étudiant en anthropologie et sociologie politique à l'université de Nanterre et je suivais avec passion les cours d'anthropologie, mais je trouvais tout cela un peu académique. Et un jour je découvre l'œuvre de Jean Rouch, qui est un cinéaste français qui a marqué quand même l'histoire du cinéma et la nouvelle vague, qui a déclenché, on peut dire, la nouvelle vague. Et je découvre son cinéma en Afrique et je tombe sous le charme. Et ainsi je me dis que je préfère raconter des histoires plutôt que d'écrire des thèses. Et que la caméra peut être un très bon moyen de rencontre, un prétexte pour aller voir des choses qui sans prétexte ne se donnent pas à voir, quoi, qui sans la caméra ne s'offrent pas non plus. Et donc je commence à travailler au comité du film ethnographique en 2012 et j'y rencontre là-bas, lors du festival du film ethnographique, mon ami Adrien avec qui j'ai réalisé ces films. Nous décidons de partir ensemble au Congo pour aller travailler comme technicien sur un festival de musique. Et on pensait rester quelques mois, 2 ou 3 mois, et on y reste finalement 3 ans au Congo où on réalise différents travaux artistiques sous différentes formes, des films, des photographies, des sujets radio, un livre, un carnet de bord. Et on a nommé toute cette collection, on l'a nommé Expédition Invisible. On est arrivé, on a trouvé au Congo un peuple extrêmement pacifique déjà et ouvert aux étrangers et avec un lien particulier avec la France aussi et en fait tout le monde est un peu artiste parce que tout le monde chante, que ce soit dans des chorales religieuses, tout le monde danse, tout le monde chante et il y a une émulsion un peu comme ça permanente de la ville. Et il suffisait pour nous de rentrer dans cette vibration qui est très différente de celle d'ici. Là-bas, les gens se regardent, se commentent. Si un blanc passe, oh le blanc passe, bon par exemple, tout est dit, tout est formulé à haute voix, quoi. Ici, on parle à voix basse. Donc c'était rentrer dans cette énergie africaine. Moi, je me suis senti assez vite à l'aise. Et une fois qu'on arrive à toucher à cet état, c'est un état créatif de fréquence liée à l'environnement, ensuite on peut commencer à laisser libre cours à son imagination et aux rencontres. Et donc on a beaucoup exploré, beaucoup de mouvements religieux déjà, traditionnels, on s'est beaucoup intéressé à la sorcellerie, aux mondes invisibles, aux esprits des ancêtres, aux pratiques traditionnelles qui vise à réveiller les morts. Réveiller les morts. Donc on a beaucoup travaillé sur la mort. En fait, on a passé beaucoup de temps dans les cimetières, ou beaucoup de temps à accompagner des gens qui allaient réveiller leurs ancêtres, par exemple. Et ensuite, on a suivi vraiment un personnage qui était un chef d'église. Et en fait, c'est une église traditionnaliste vaudou, mais Ngunza, ça s'appelle, au Congo. Et on a suivi cette église jusqu'à devenir président de l'église. Donc actuellement, on est président de l'église voilà, pour la question de l'intégration. Et ça implique des obligations, des désavantages, il faut payer un peu plus, des choses comme ça. Et donc forcément, c'est 3 ans de créativité illimitée parce qu'on peut tout faire, les films sont à écrire, la réalité, elle est à capter, à transformer, à modeler. Notre compréhension de ce monde-là change en même temps, donc nos œuvres évoluent au fil de notre compréhension. Donc on est vraiment parti assez naïvement comme ça, tu vois. Et au fur et à mesure, on a commencé à comprendre que notre imaginaire pouvait influer le réel. Voilà. Donc on est jusqu'à arriver à aux œuvres qu'on présente, quoi. J'ai été témoin de phénomènes surnaturels de très nombreuses fois, oui. C'était à tel point que si au début je croyais à la possibilité de la vérité, de la magie ou d'un deuxième monde, aujourd'hui je ne peux plus dire je crois, je peux dire je sais. Voilà. Mais après, je ne vais pas forcément détailler les expériences étranges, mais même cette histoire qu'on présente là, celle de Detmer, avec des dimensions qu'on n'a pas forcément pu traiter dans le film, mais qui parlent de la folie, de la mort, qui parle
parle beaucoup de l'esprit, en fait, de l'esprit de l'homme, comment il peut disjoncter et à qui on attribue ces problèmes. En fait, si vous voulez, au Congo, il n'y a aucune mort qui est jugée naturelle. Ici, un personne âgée meurt, bon, c'est naturel. Là-bas, que ce soit un enfant, un vieux, si quelqu'un meurt, c'est qu'il y a derrière un problème dans la famille, un conflit quelque part, un sorcier. Donc on cherche le sorcier. Et le sorcier, c'est des fois simplement un conflit dans la famille, etc. Donc il y a quelque chose dans la sorcellerie, il y a quelque chose d'assez concret, presque politique, des relations humaines. Et il y a en même temps une dimension complètement invisible et réelle. Et parmi les manifestations, je peux vous en citer une. Dans le long métrage qu'on est en train de réaliser, une femme reçoit un éclair dans sa maison, en pleine saison sèche, et qui brûle son bras et tue ses 2 enfants, sur le coup, quoi. Et donc tout le monde est surpris parce qu'il n'y a pas d'éclair en saison sèche, donc c'est forcément un éclair mystique. Et on a pu aller enquêter, voir est-ce que c'est pas le courant qui a parce que les corps étaient brûlés, son bras brûlé, et il n'y a aucune raison, la police n'a rien trouvé. Donc ils ont dû aller se référer aux autorités traditionnelles, au tribunal de la sorcellerie, par exemple. Des éclairs mystiques, des gens qui deviennent fous du jour au lendemain sans aucune prise de produit ou sans aucun trauma, ça arrive. Ou des gens qui au contraire très malades, après une prière, sont remis d'aplomb. Est-ce que vous pensez qu'ils n'existent pas ici? Ces phénomènes-là, ils existent tout le temps, partout. Sauf que... Ah bah on n'y croit pas, c'est différent. On n'y croit pas parce que la société devient de plus en plus athée, même s'il y a un retour du religieux et de la croyance. Mais au final, on a une vision très rationaliste des choses. Quelquefois, une personne est souffrante, malade, les médecins ne savent pas trop dire, ça arrive très souvent, les médecins ne savent pas identifier cette maladie. Bah, au Congo, quand ce cas arrive, on n'identifie pas la maladie, c'est de la sorcellerie. Et ici, on n'a pas plus de réponses non plus, les médecins n'en ont pas. Après, plus précisément, si vous allez dans les asiles psychiatriques, demandez à un psychiatre qu'est-ce que c'est la schizophrénie, il aura du mal à être très précis sur cette question-là. Or que là-bas, il existe des guérisons pour des schizophrènes, par exemple. Vous voyez. Donc c'est plus des questions de lecture. Mais je pense que les actes magiques existent ici, quoi. L'envoûtement, ça existe très bien. Tout fonctionne de la même manière. C'est juste que dans une société où tout le monde y croit, les manifestations sont plus visibles, et plus fortes, plus intenses, et elles sont très vite attribuées à la question invisible, tandis qu'ici on va d'abord chercher les causes rationnelles. Je pense ça, oui. Je ne suis pas en train d'opposer. Dans quelle mesure, quelle est la limite finalement entre ce que doit être rationnel et ce qu'on a pas besoin de l'être? Je dirais que si on prend les états de la science les plus avancés aujourd'hui, donc la physique quantique, elle fonctionne sur le principe presque magique qui est qu'il n'y a pas de matière, qu'il n'y a pas de différence entre le vide. Peut-être je touche mon ami qui est là, je la touche présentement. Ce sont des physiciens quantiques les plus diplômés qui vous parlent qu'il y a énormément de choses qui sont complètement inexplicables et que la rationalité seule ne peut pas expliquer. On est obligé de passer par l'imaginaire. Donc je pense que dans la recherche scientifique, la quête scientifique, elle est nécessaire parce que c'est la démarche scientifique. Vous voyez. Et en même temps, les scientifiques arrivent toujours à un moment où, devant l'inexplicable. Et même en se creusant les méninges, je ne suis pas sûr qu'ils trouvent les explications rationnelles. Mais je ne suis pas un anti-rationaliste. Bah, très peu finalement, parce qu'il y a le commentaire, donc le commentaire du cinéaste qui accompagne le spectateur tout au long du film. Il est pas très exact, on peut dire, collé à la réalité, mais il est juste au fond, parce qu'il ne ment pas, mais il n'est pas exact. Dans ce taxi-là, je rentrais à mon hôtel, non, par exemple, vous voyez, par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu faire, c'est refaire des choses, potentiellement. Par exemple, la voix de la jeune fille à la fin, on l'a refaite, elle l'a dit sur la tombe, mais on trouvait que le son n'était pas assez bon. On a préféré le refaire pour pouvoir le décoller de l'ambiance et voilà, on n'a rien inventé, si vous voulez.
la réalité a écrit le scénario. Après, on a agencé. On s'est dit, ah si, on allait là-bas, par exemple, à accompagner d'Etmer. Mais finalement, c'est assez... Enfin, c'est la réalité, quoi. Après, le langage, comme il s'extrait un peu du documentaire, on essaie de le rapprocher de la fiction, avec des découpages d'action, gros plans, plan large, comme s'il y avait plusieurs caméras ou comme si on avait refait. Ça, c'est ce qu'on recherche au maximum, d'approcher le langage fictionnel avec la réalité. C'est assez dur, mais après, voilà, c'est comment découper une action, être assez rapide pour la découper, quoi, en fait. C'est un peu ça. Alors, il y a le long métrage qui est en train d'être terminé, qui va s'appeler Congo, avec un K, qui est cette histoire dont je parlais, de cette femme foudroyée, mais c'est pas elle le héros, mais elle est personnage secondaire. Ensuite, on a un autre long métrage là qui est en financement, qui est aussi au Congo, et qui s'appelle Rasta Congo. Ça, c'est sur 4 frères Rasta, musiciens, et c'est un film plus album qui partent à la recherche de leurs racines. Et il leur arrive plein d'expériences extraordinaires aussi. Et celui-là, il n'est pas tourné. Voilà. Donc pour ce qui est des films au Congo, c'est ça. Après, moi, je crois qu'on a quand même beaucoup donné au Congo. Moi, j'ai envie, personnellement, j'ai le désir de filmer en France, à Paris aussi. Mais ce sera toujours lié à l'Afrique, je pense.